RCN. Le son de la différence. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur les thématiques de santé mentale. Et ce mois-ci, nous allons parler du lien entre infirmier et patient et infirmier. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et pour nous accompagner, je suis très heureux d'accueillir Jackie Merclin. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors c'est pas une première pour vous, on vous a déjà reçu dans cette émission, mais je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes, infirmier en psychiatrie, mais à la retraite. Tout à fait. Donc vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu comment les choses ont évolué dans le lien qui existe entre patient et infirmier en psychiatrie. Je ferai de mon mieux. Merci de m'inviter. Je suis convaincu que vous allez le faire très bien comme d'habitude. On est ravis de vous avoir. Et puis évidemment, pour nous accompagner dans cette émission, comme chaque mois, Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul, présidente de l'association Bipolaire si tu savais. C'est ça, toujours. Voilà, et on va ensemble parler des questions qui ont été posées aux gens dans la rue. Également à mes côtés, Roman Gletzer du CREPSI. Bonjour Roman, Thomas. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Très bien, très heureux de t'avoir à nos côtés. En un mot, le CREPSI ? Centre ressources en handicap psychique, antenne Lorraine, donc c'est un CREPSI Grand Est et nous on est sur l'antenne Lorraine avec ma collègue qui est dans l'assistance là-bas. Qui vient d'arriver chez vous et qui bientôt sera au micro à tes côtés. On l'espère évidemment. Comme je le disais alors chaque mois, avant d'aborder la thématique du jour, vous êtes allé avec un micro RCN poser des questions dans la rue sur la thématique. Marie-Paul, quelle est la première question que vous avez posée aux gens dans la rue ? Tout bêtement, ce que les gens pensent, comment ils voient le lien entre le patient et son infirmier. Le lien entre patient et infirmier, ça m'inspire que du positif. Un lien de confiance et de sûreté. Si le patient n'a pas confiance en l'infirmier, ça ne peut pas marcher. Et si l'infirmier ne peut pas travailler dans de bonnes conditions, ça ne peut pas marcher avec le patient. Donc c'est un lien de confiance et de respect. Moi je dis le lien entre patient et infirmier, c'est fondamental, quoi. C'est hyper important et c'est nécessaire, notamment il y a souvent plus de distance avec les médecins, du coup l'infirmier peut compenser cette distance-là, quoi. Je trouve que c'est un lien peut-être un peu moins formel qu'avec le médecin déjà, et un peu plus proche. Je pense qu'on peut se sentir plus à l'aise avec les infirmiers qu'avec les médecins. Il y a moins ce côté de distance. Confiance déjà, écoute, bienveillance, empathie. La disponibilité n'est pas toujours là, faute de moyens. De moins en moins de moyens pour tout ce qui est psychiatrique aujourd'hui. Et des besoins grandissants. On n'a malheureusement pas les systèmes de soins adaptés aujourd'hui en France. Moi, j'ai travaillé longtemps auprès de publics en situation de dépendance. Je me suis un petit peu rendu compte du manque de temps, de personnel disponible. C'est malheureusement pas idéal en termes de priorité aujourd'hui. Une relation de confiance qui doit s'installer et pouvoir après pouvoir parler librement de ce qu'on ressent à l'infirmier ou l'infirmière. Le fait de soigner les gens, c'est une passion, avant toute chose. Après, c'est la passion du métier, le besoin d'aider les autres. Écoutez, tout dépend de l'âge déjà en fait du patient et puis parce qu'on n'attendra pas forcément la même chose. Si on est un jeune, si on est senior, selon les pathologies et tout, parfois en fait les seniors ont besoin de plus d'attention, pas forcément uniquement des soins de santé, ils ont aussi besoin de plus entre guillemets d'affection aussi. Ils attendent un petit lien un peu plus. Et pas que médical, on va dire, social, voilà. Alors que, quand on est plus jeune, peut-être qu'on demande juste à se faire soigner, vite, et puis hop. Pour moi, les soins infirmiers, ça représente le lien entre le médecin et le patient. Donc l'infirmier applique ce que veut le médecin. Et c'est un lien pour effectuer des soins plus au corps et un lien par rapport au temps. Un infirmier prendra plus le temps, je pense, qu'un médecin pour écouter et accompagner dans le soin physique et moral. Plus en proximité. On entend l'importance de l'infirmier-infirmière qui peut avoir, quelque part, développer un lien qu'on n'a pas avec le médecin. Écoutez, chacun d'entre nous a déjà eu affaire dans sa vie à un infirmier pour des petits bobos, des pansements, des piqûres et tout ça. C'est plutôt une figure familière dans notre entourage.
Et on constate que sur la question du lien avec l'infirmier, les personnes interviewées sont vraiment intarissables. Et toutes les réponses vont dans le même sens, dithyrambiques. On entend des mots très forts de confiance, empathie, respect, sûreté. La relation est nécessaire, hyper importante, informelle. Et donc, pourquoi est-ce que ce lien affectif est si important quand il s'agit juste, entre guillemets, c'est moi qui utilise le terme, je dirais, d'administrer un traitement, d'appliquer les consignes du médecin. Voilà. Qu'est-ce que ça a à voir véritablement ? Est-ce que l'âge du patient aussi, ou sa pathologie, la pathologie dont il souffre, a une importance, une influence sur le lien, comme le dit quelqu'un ? On n'aura pas les mêmes attentes. Il y a aussi une comparaison importante avec la relation patient-médecin, qui est dite plus formelle, avec plus de distance. On peut être surpris d'entendre ça. Ça dépend des cas, certainement. Et la distance, s'il y en a une, elle est compensée par le lien avec l'infirmier. Peut-on dire que la relation avec un médecin est plus distante ? Plus formelle, en tout cas. Et il est dit aussi que l'infirmier prend plus de temps pour écouter, pour accompagner. Est-ce que ça rentre vraiment dans ses fonctions, ça, cet aspect-là ? Est-ce que cette comparaison est justifiée au bout du compte ? On pourrait se demander, est-ce que ce lien avec l'infirmier n'est pas un peu idéalisé, peut-être ? Et pourtant, il y a aussi des personnes qui déplorent que l'infirmier ne soit pas toujours disponible. Mais là, ce serait dû à des éléments qui sont indépendants de sa personne, qui dépendent pas qui ne contrôle pas lui-même, le manque de moyens attribués au système de santé, qui sont de plus en plus insuffisants apparemment, manque de temps, manque de personnel disponible. Est-ce que tout ceci appauvrirait le lien au bout du compte entre le patient et son infirmier ? Alors, pour conclure, certains y voient une véritable vocation. L'infirmier aurait la passion du métier, ce serait un besoin pour soigner les gens, soigner les autres. Est-ce que c'est vraiment un métier particulier et si exigeant ? On pose la question à Jackie tout à l'heure, effectivement. Est-ce que, quelque part, il y a une question de passion, d'engagement très fort dans ce métier-là ? La deuxième question qu'on a posée aux gens dans la rue, Roman. Du coup, le lien patient-infirmier semble-t-il particulier en santé mentale ? C'est quand même un lien qui est assez important, surtout quand on n'est pas bien. Quand on sait qu'on a une personne référente et à qui on peut parler, c'est quand même toujours plus simple et ça nous permet quand même de vivre mieux notre traitement ou quoi que ce soit, notre suivi, quoi. Donc oui, c'est quand même important d'avoir ce lien-là. Oui, en santé mentale, oui, parce que quoi qu'il arrive, on est pris en charge par un infirmier, donc on est suivi souvent par la même personne ou le roulement, et donc oui, c'est important ce lien, oui. Ah bah oui, d'autant plus particulier, parce que si vous n'êtes pas bien et puis que vous ne pouvez pas dialoguer avec votre infirmier ou votre personne qui est en face, là c'est la catastrophe, quoi. Encore plus important, je trouve. Plus que le patient, ça peut l'aider mentalement. S'il a un bon infirmier ou quelqu'un comme ça, ça peut le tirer vers le haut et ça peut lui faire du bien. Ouais, le lien, je pense, c'est important pour la santé mentale du patient. Ouais. Alors, je dirais qu'un infirmier, lorsqu'il est à l'hôpital, peut donner les médicaments au bon moment, suivant les prescriptions par rapport à un mental qui n'irait pas bien. Il prend aussi le temps d'écouter, de voir si le patient prend bien en compte son bien-être par rapport à la maladie, à l'annonce. Et il peut faire son retour au médecin pour voir l'évolution du mental par rapport à la maladie ou toute autre chose. La prise en charge du patient, elle est jamais pour rire, c'est jamais un moment agréable que le patient il va passer à l'hôpital et donc du coup il faut un accompagnement à la fois sur son ressenti à lui, s'il est accompagné dans la vie de tous les jours parce que des fois les patients ils sont assez isolés et ça peut être compliqué, donc l'infirmier il joue le rôle de support émotionnel. Voilà. Et de rassurer aussi la personne aussi potentiellement qui ne saura pas exactement ce qu'il peut avoir en termes de maladie, elle va pouvoir être là aussi pour l'accompagner et être une charge mentale en moins potentiellement s'il a besoin de parler ou quoi que ce soit. Donc, Il faut que les deux soient compréhensibles, autant le patient que l'infirmier, parce que des fois ça ne se passe pas bien, je parle en connaissance de cause. Quand on est bien avec un infirmier, il faut lui dire qu'on est content de lui. Quand on n'est pas bien, il faut aussi le signaler, c'est important. Il faut que ça aille toujours dans les deux sens, parce que des fois il y a des patients qui ne sont pas sympas. Comme des fois il y a des infirmiers qui sont un peu brusques, et donc le patient est mal après. Donc pour moi, j'aime bien dire quand l'infirmier ou l'infirmière ou un médecin a été agréable avec moi, j'adore leur dire parce que pour moi, c'est une reconnaissance. Et c'est très important de le dire.
Si on ne le dit pas, c'est pas bien. On ne peut pas toujours dire que quand c'est mauvais. Il faut dire que quand c'est bien aussi. On entend qu'il y a un lien particulier entre le patient en santé mentale et l'infirmier, Roman. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, dans cet échange, on aborde une question centrale, mais souvent peu visible, le lien particulier qui se crée dans le champ de la santé mentale. Ce lien entre soignant et soigné, il n'est pas tout à fait comme les autres. Ce qui ressort ici, c'est d'abord que ce lien va bien au-delà de l'acte médical. Il s'ancre dans la relation humaine, dans l'écoute, la reconnaissance de la souffrance de l'autre. Et ça crée justement un rapport très fort, parfois intense, parce que c'est des histoires de vie, des émotions brutes qui circulent. Selon toutes les personnes interviewées, le lien entre patient et infirmier est donc primordial et, comme le dit Marie-Paul, nécessaire. Cela pour plusieurs raisons. Le diagnostic, le suivi de proximité qui permet une personnalisation de l'accompagnement du patient, l'observance du traitement, car premier partenaire du soin, ce qui montre qu'avoir une personne référente au quotidien et un soutien moral comme support dans des moments difficiles est capital. Aussi, une personne nous explique que la relation patient-infirmier est un échange réciproque, que l'accompagnement va dans les deux sens, donc c'est faire confiance et donner sa confiance. Mais ce lien est aussi complexe, il est à la fois proche et distant, il doit rassurer, contenir, accompagner, tout en gardant une juste distance pour protéger la personne et aussi le professionnel. C'est une sorte d'équilibre parfois fragile, un fil à tenir. Et puis, ce lien peut aussi être mis à l'épreuve. Hein. Certains patients peuvent idéaliser, rejeter ou projeter sur le soignant des attentes immenses. Donc là, ça peut parfois être compliqué, mais là encore, il faut pouvoir poser un cadre, maintenir une stabilité sans jamais perdre de vue l'humanité du soin. Ça, c'est primordial aussi. Et ce qu'on entend dans ce micro-trottoir, c'est cette idée que le lien en santé mentale n'est pas un simple outil du soin. Il est parfois le soin lui-même. Donc il devient un espace où la personne peut se reconstruire, se reconnaître ou simplement être accueillie telle qu'elle est. Mais pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que le rétablissement est compliqué s'il n'y a pas de bon rapport infirmier-patient. Ouais, en tout cas, on le ressent très fortement dans ce qu'on a entendu dans ce micro-trottoir. Ouais. Allez, la dernière question qui a été posée aux gens dans la rue, Marie-Paul, c'était... C'était, pour vous, c'est quoi un infirmier en santé mentale ? C'est un infirmier qui va prendre du temps à écouter, c'est quelqu'un qui fera preuve de grande empathie et de compassion et qui sera capable vraiment de chercher à comprendre ce que la personne a besoin et qui ne va pas s'arrêter sur des actes ou des paroles et qui va aller au-delà, qui va chercher derrière tout ce que ça peut dire et va regarder le côté humain et ne va pas regarder des côtés de société ou ce genre de mouvement. C'est une personne qui va aider psychologiquement et mentalement une personne qui a besoin, comme elle a dit, soit une personne qui est isolée, qui a donc besoin de parler ou alors... qui doit être accompagné tous les jours pour aller mieux, mais mentalement plutôt. Il peut être là aussi pour repérer s'il y a quelque chose qui va mal, pour pouvoir en référer à la personne qui sera plus en charge pour faire la suite. S'il voit qu'il y a quelque chose qui est défaillant, ou pour voir si le traitement ou si la santé mentale va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Un infirmier en santé mentale ? Parce que je pense qu'il faut être quand même solide pour travailler dans ce domaine-là. C'est celui qui accompagne les personnes, les accueille déjà, les accompagne dans les soins, les écoute. Voilà, je pense que l'écoute est très importante, surtout en santé mentale. Après, il y a des cas vraiment très difficiles, mais je pense que la question de l'accompagnement et de l'écoute est primordiale, surtout dans ce domaine-là. Celui qui va nous aider à pouvoir avancer sur nos blessures et pour pouvoir les cicatriser et pouvoir avancer dans sa vie, quoi. Peut-être quelqu'un de renseigné aussi sur le sujet, parce que je ne connais pas... les études d'un infirmier, mais peut-être qu'il y a des spécialités ou ce genre de choses, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut peut-être plus de capacités et plus de compétences qu'une personne lambda peut avoir, quoi. J'ai jamais entendu ce terme. Après, je sais pas, c'est un infirmier qui intervient dans les centres psychopédagogiques, dans les endroits là. Oui. Psychothérapique, oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Je sais pas trop si c'est quelque chose de très différent avec un infirmier d'une zone classique, d'une spécialité, d'être des formations différentes qui lui permettent de travailler sur des points plus précis et de savoir comment parler, comment aborder justement toutes ces questions-là. Mais honnêtement, je sais pas trop s'il y a énormément de différences entre tout ça. Parce que je pense que les infirmiers aussi classiques ont quand même une certaine appétence pour parler de ce genre de choses. En santé mentale, je pourrais dire où ils s'occupent des personnes qui ont des problèmes mentaux,
Voilà. Ou alors en santé mentale pour essayer d'expliquer aux gens, pour qu'ils comprennent mieux. Voilà, je ne peux pas trop dire parce que je ne sais pas trop là. Bon, on entend beaucoup de choses, y compris des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. C'est un peu Marie-Paul. mystérieux quand même, pour certaines personnes. Alors, avec les réponses à la première question sur le lien entre patient et infirmier, on avait un portrait d'un professionnel très dévoué, avec un lien spécial avec son patient. Oui. Ici, la question est plus spécifiquement, s'intéresse plus spécifiquement à l'infirmier en psychiatrie, et on constate qu'ici aussi, la vision que le public en a est dans l'ensemble très positive, sauf les personnes qu'on vient d'entendre qui ne sont pas très renseignées. Peut-être tant mieux pour elles, ça veut dire qu'elles n'ont pas eu besoin de recourir à leurs soins. C'est quelqu'un qui permet d'avancer, de cicatriser ses blessures, et on retrouve la notion d'écoute et de disponibilité. Il prend le temps d'écouter, il a de la compassion, de l'empathie, il cherche à comprendre les besoins de la personne au-delà des actes, il regarde le côté humain, il accompagne. Alors avec tout ça, on pourrait se demander si on ne parlerait pas peut-être plutôt d'un psychologue que d'un infirmier. Là. Certaines personnes y voient une sorte d'interprète. L'infirmier en psychiatrie est attentif à l'évolution de l'état de son patient et il peut faire le lien avec la personne en charge, peut-être le psychiatre du patient. Est-ce que ça, c'est parce qu'il le voit plus souvent? Est-ce qu'il est amené à le voir plus souvent que la personne en charge du dossier? Alors tout ça, c'est comment il se comporte avec le patient. Mais quelqu'un parle aussi de ce qu'il doit être pour assumer tout ça. Une personne très solide. On entend, pour travailler dans ce milieu-là. Ce milieu-là, ça reste un petit peu mystérieux. Comment l'infirmier en psychiatrie, dans cette relation très proche avec un patient qui a des troubles psychiques, comment est-ce qu'il peut se protéger pour continuer à pouvoir aider le patient et ne pas être lui-même déstabilisé par le mal-être des personnes dont il s'occupe, des souffrances qu'ils éprouvent. Finalement, on va demander à notre invité, est-ce qu'il faut être Superman? C'est une question qu'on a lui poser, effectivement. Dans les réponses au micro-trottoir, il est question de la formation des infirmiers. Plusieurs fois. On entend le mot de spécialité, par exemple. Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour devenir infirmier ou infirmière en psychiatrie? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une formation spécifique? On va se poser la question dans quelques instants. Pour notre invité, justement. On va lui poser dans quelques instants. Et je vais me tourner d'ailleurs vers notre invité, parce qu'avant de vous poser, Jackie, ces fameuses questions, je pense que dans quelques instants, je vais vous demander de commencer peut-être par définir ce qu'est un infirmier en santé mentale. Mais avant, vous êtes venu avec une proposition de titre musical de Miley Cyrus. Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot sur ce titre? Pourquoi ce choix d'une artiste que moi j'aime particulièrement? Parce que la manière dont elle a de chanter cette chanson-là particulièrement, oui, Jolene, je la trouve émouvante, tout simplement. On va l'écouter maintenant sur RCN dans Full Santé Mentale. 10h, 11h. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et ce matin, nous parlons du lien qu'il y a entre les patients en santé mentale et leur infirmier. On est très content d'avoir à nos côtés Jackie Merclin. Vous avez été donc infirmier en psychiatrie. C'est bien ça. Aujourd'hui, vous êtes retraité. Mais vous avez pratiqué effectivement ce métier pendant de nombreuses années. Oui, je suis resté dans le champ de la santé mentale pendant presque 40 ans. Alors, infirmier 20 ans, le reste du temps cadre, donc responsable de service. Donc, alors justement, c'est intéressant de vous avoir. On a entendu beaucoup de choses dans le micro-trottoir qui précède. Mais peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous définiriez le travail d'un infirmier en psychiatrie, oui. C'est un professionnel qui doit réussir à la fois à maîtriser, c'est ce qu'on a entendu dans les reportages, une proximité avec une forme d'engagement affectif et en même temps de l'objectivité, parce qu'il ne doit pas se laisser emporter par ses affects, pour pouvoir apporter, on en parlait en off tout à l'heure, des éléments d'information le plus précis possible à celui qui, dans un service de soins, doit poser le diagnostic, c'est-à-dire le médecin. Donc de l'objectivité pour l'observation, mais aussi un engagement alors affectif, certains ne sont pas d'accord avec le terme, en tout cas un engagement humain dans l'accompagnement aux patients.
Il y a plein de choses qu'on a entendues, je ne sais pas si je peux rebondir un petit peu. Allez-y. Voilà. Quelqu'un disait, peut-être là aussi c'était en off, c'est presque un psychologue. Alors quelle différence entre le psychologue et l'infirmier? C'est une vraie question, parce qu'on entend énormément dans ce que disent les gens, effectivement, quand on les interroge dans la rue. C'est, je crois, Marie-Paul qui posait cette question, mais on entend qu'il y a un petit peu ce rôle-là qui est perçu, en tout cas par les gens qu'on interroge. Alors, c'est les termes qui posent la différence. Le psychologue a une posture de psychothérapeute, donc il va soigner le psychisme de l'autre. L'infirmier a plus une posture d'accompagnant. On parle plutôt de sociothérapie. D'ailleurs, dans le décret de compétences, il faut savoir que tous les actes infirmiers sont posés dans un décret très précis, on a une centaine environ. Et ces actes-là, certains sont en lien avec la santé mentale. Et dans ce cadre-là, on parle de sociothérapie, d'activité à visée sociothérapique. Sociothérapique, ça veut dire rétablir ou modifier ou rétablir le pronostic social de la personne. Une personne a un trouble psy, dépressive, donc avec des éléments cliniques, tristesse, découragement, etc., qu'on connaît plus ou moins, c'est sa maladie. Et cette maladie-là, elle a un impact sur sa vie quotidienne. Il va se retirer de la vie sociale, ne plus entrer en contact avec les autres, penser qu'il est inintéressant, etc., etc. Peut-être arrêter de travailler ou en tout cas se mettre en maladie de longue durée pendant son moment dépressif. Il aura en même temps, ça fait partie de la maladie dépressive, des troubles cognitifs, de l'attention, de la mémoire, etc. Ce qu'on appelle aussi des troubles des habiletés sociales, difficultés à entrer en contact avec les autres. Il va être hospitalisé ou suivi en CMP, donc en ambulatoire. Il aura un traitement qui va traiter ses symptômes, mais il va falloir aussi l'aider à retrouver une posture sociale, une capacité à s'inscrire dans l'espace social. On parle de pronostic social à ce niveau-là. Et là, l'infirmier entre pleinement en rôle. Il va travailler à stimuler ses facultés cognitives, à stimuler ses capacités à entrer en relation avec les autres pour globalement améliorer ce pronostic social. C'est ce qu'on appelle le retour dans la cité. Tout à fait, absolument. Ouais. On entendait dans le micro-trottoir quelqu'un qui disait que finalement le job de l'infirmier, c'est d'administrer le traitement que le médecin prescrit aux patients. Mais quand je vous écoute et quand on entend un petit peu la perception, c'est pas tout à fait ça. C'est pas uniquement ça en tout cas. C'est pas uniquement ça. Le décret dont je parlais tout à l'heure, qui officiellement impose les actes de l'infirmier, séparés en plusieurs parties, surtout deux grosses parties. Des actes sur prescription, donc là c'est le médecin qui décide un traitement, un prélèvement sanguin, etc. Et l'infirmier exécute le plus fidèlement possible à la prescription. Aucune marge d'autonomie, il fait ce qui est prescrit. Et un rôle propre ou un rôle autonome, où là il peut prendre des initiatives. Et dans ce champ-là, il y a tout l'aspect relationnel de contact avec le patient. Dans ce cadre-là, il est autonome. Et du coup, vous avez quel est votre rôle par rapport aux médecins? On parlait, nous, un petit peu hors antenne tout à l'heure, d'aider à poser le diagnostic. C'est ça aussi le rôle de l'infirmier, c'est de permettre au médecin d'avoir le recul qu'il ne peut pas avoir quand il reçoit le patient? Oui, tout à fait. Dans les études d'infirmier, je rappelle, un infirmier est formé en 3 années. Il a ce qu'on appelle de la clinique psychiatrique, donc des médecins viennent décrire les pathologies. Ensuite, à partir de ce bagage-là, qui normalement il doit entretenir régulièrement, eh bien, il a des guides d'observation de la personne qu'il a en face de lui pour amener ces informations-là au médecin afin que celui-ci puisse poser son diagnostic. Ça veut dire que l'observation qu'il va avoir d'un individu qui souffre d'une pathologie dépressive ou psychotique, ne sera pas tout à fait le même regard, puisque ce sera autre chose qu'il ira chercher à observer chez la personne psychotique, des éléments délirants par exemple, qu'il n'ira pas chercher à observer chez la personne dépressive, mais plutôt là, l'état de son humeur, etc. etc. Et le médecin concrètement, parce qu'on entend beaucoup ça, les gens qui disent... Globalement, le patient, il voit le médecin, c'est rapide, c'est médical, etc. L'infirmier, il a quand même il a cette petite différence-là. Il a le temps, vraiment, l'infirmier, de développer ce lien avec le patient. Parce que c'est ça, concrètement, qu'on entend dans ce que vous nous dites depuis le début. Il a le temps. Il a on a aussi eu la problématique et la question des moyens qui a été soulevée par quelqu'un tout à l'heure. J'avais assisté à une conférence il y a quelques années, ça fait presque 20 ans, mais à mon avis ça n'a peu changé, et sur le rôle infirmier, pas en santé mentale, en santé, ce qu'on appelle MCO, médecine chirurgie obstétrique, donc somatique. Un infirmier passé, mes chiffres je pense sont bons, moins de 50%, je crois que ça doit être 45, ou entre 45 et 50% de son temps au contact du patient.
dans un hôpital général. Hein. Une aide-soignante, c'était 60%. Ça veut dire que le reste du temps, donc la moitié du temps de l'infirmier, plus de la moitié du temps de l'infirmier est consacré à autre chose, à marcher dans les couloirs, à remplir des dossiers, à faire ce qu'on appelle de la traçabilité, des commandes, des préparations, etc. Donc la moitié de son temps seulement, c'est du contact. Je crois que dans un hôpital général, il y a un infirmier en poste pour 12-13 patients. Vous divisez le temps d'un infirmier par 2 sur la journée, il reste 3 heures. C'est 3 heures à consacrer à 12-13 patients. Ça fait un temps relativement modeste, d'autant que pendant ce temps-là, bien sûr, il fait de l'observation, mais il a aussi les soins à faire, soins techniques, qui nécessitent une grande... même avec l'expérience, d'être quand même vigilant à ce qu'on fait. On ne peut pas se permettre d'entretenir une conversation avec quelqu'un tout en faisant une perfusion ou tout en faisant une injection. C'est quand même problématique. Donc, il reste peu de temps pour la relation. En santé mentale, il y a un peu moins de soins, il y a même beaucoup moins de soins somatiques, donc plus de temps. Les quotas sont à peu près identiques en moyenne. Une personne pour 12 ou 13, un professionnel pour 12 ou 13 patients. Je calcule rapidement dans ma tête, peut-être un peu plus quand même en santé mentale. Donc il y a un peu plus de temps, effectivement. Ouais. Mais il y a aussi quand même du temps de déplacement, de renseignement de dossiers, de traçabilité, etc., etc. Lui, du temps. Mais c'est tout le métier de l'infirmier en psychiatrie. Dans un service d'hospitalisation, c'est globalement de côtoyer, de vivre le quotidien le plus possible avec le groupe de patients. On sait, et ça c'est un biais, que dans un service de soins, il y a des patients très bruyants qui sollicitent énormément et d'autres qui ne sollicitent pas. Le dépressif ne sollicite jamais. Donc si l'infirmier ne se force pas à aller le voir et qu'il répond seulement... Une personne, on parle ici parfois de bipolarité, en état maniaque, elle va être extrêmement sollicitante vis-à-vis donc cette personne-là pourrait avoir 2 infirmiers toute la journée collés à son basket, si je puis dire, à ses baskets, alors que la personne en état dépressif n'aura personne, et si on ne se force pas à aller la voir, elle ne verra personne. Donc il y a un travail comme ça d'équidistance à essayer de conserver, à ne pas se laisser emporter par les demandes excessives de certains et l'absence de demandes d'autres. C'est le doigté de l'infirmier qui doit... Oui, j'allais vous dire, faut un peu aussi ce temps et cette capacité à prendre du recul pour distinguer ceux qui peut-être ne le demandent pas mais qui en ont besoin. Quoi. Tout à fait, c'est ça. C'est pouvoir dire à quelqu'un, écoutez, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, je vais vous laisser, oui, mais je vais encore vous parler, certes, mais je reviendrai tout à l'heure, mais je vais aller voir Madame Intel, ou cette dame-là qui est seule. On n'a même pas justifié de toute façon. Hein. Donc il y a une répartition comme ça du temps restant à offrir au groupe patient qui doit être réparti, si possible, le plus équitablement possible. C'est jamais le cas, hein, Si je me place du point de vue du patient, d'après vous, c'est quoi les attentes du patient envers son infirmier ? C'est une question un peu difficile, mais j'ai l'impression que quelque part, vous êtes aussi un peu la personne à qui on parle, le conseiller un petit peu, je me trompe ? Alors, moi j'ai travaillé longtemps en CMP, centre médico-psychologique, donc ambulatoire, les gens ne sont pas hospitalisés, ils sont à leur domicile, au foyer éventuellement, et ils viennent nous voir ou on va les voir à domicile. Là, effectivement, il y a un lien quand même relativement privilégié, parce qu'on peut suivre régulièrement 1-2 fois par semaine un patient pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, donc se joue sur parfois des personnes isolées par ailleurs, donc on peut représenter la seule personne avec qui la personne peut échanger. Donc oui, il y a un lien privilégié, effectivement. Je ne sais plus, c'était quoi votre question ? Je voulais se mettre un peu du point de vue du patient aussi, ce côté un peu confident, effectivement. Après, je me pose la question, mais est-ce que vous n'êtes pas la première personne que le patient appelle s'il a un doute, s'il a un problème avec son médicament, s'il a une difficulté avec son médecin ? Et comment vous percevez cette place que vous donne le patient ? Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a vous, la place que vous donnez, mais il y a la place que vous donne le patient. J'ai envie de dire que s'il nous sollicite, si c'est nous la première personne qui va solliciter, c'est à la fois bon signe parce que ça veut dire qu'il a confiance, et dans les micro-trottoirs, le mot confiance est revenu souvent. Beaucoup, oui. Mais ça signifie aussi que peut-être il a un réseau social peu développé, et tout le monde sait que moins on a de réseau social, plus les risques d'aller mal sont importants. Si en plus on a une santé mentale fragile, c'est pire que ça. Donc c'est assez ambivalent parce qu'il faut faire en sorte que l'autre, le patient, ait confiance en nous, infirmiers, mais en même temps qu'il puisse se passer de nous pour avoir autour de lui du monde sur lequel s'appuyer, comme vous et moi, on a des amis, des relations sur lesquelles on s'appuie. Donc, oui, un lien de confiance, un lien parfois fort, mais qui ne doit pas être exclusif. C'est ce que je dirais sur le sujet. Et oui, d'un côté comme de l'autre, effectivement. J'entendais tout à l'heure, et c'est une question qu'on avait envie de poser, Marie-Paul tout à l'heure l'a soulevée, mais est-ce qu'il faut être un peu un super héros, quelqu'un de très solide quand on exerce votre métier ? Parce que justement, on entend bien que
vous avez un rôle, une place un petit peu, vous êtes un peu sur un piédestal aux yeux d'un certain nombre de patients. Et il faut pouvoir le tenir aussi, ça. Oui, alors tous les patients ne nous considèrent pas de ce point de vue-là. Ouais. Quand un patient est hospitalisé contre son gré, donc parce que la puissance publique l'a décidé, qu'on lui injecte un traitement alors qu'il n'en veut pas, donc de manière contrainte, je peux vous assurer qu'il ne porte pas dans son cœur. Alors après, on reprend ça, on retravaille. Pardon, mais là, la situation, excusez-moi de vous couper, mais la situation est différente. Là, le patient n'est pas lui-même. S'il a été hospitalisé contre son gré, qu'on lui impose des médicaments, donc il ne peut pas avoir des réactions... j'ose pas prononcer le mot normal, avec son patient, avec son infirmier. Oui. C'est un exemple extrême. Oui, tout à fait. C'est des moments de la vie qui sont très particuliers, effectivement. Oui. Mais néanmoins, ça laisse des traces. Oui, ça existe. Quand vous avez bloqué quelqu'un sur un lit pour lui faire une injection à deux, parce qu'il faut être à deux, si parfois les gens sont violents quand ils ne veulent pas d'un traitement, ça laisse des traces. Donc tout notre travail, c'est après, une fois que la personne... et a moins besoin de ce traitement-là, et qu'elle a retrouvé un certain calme, on va dire, une certaine sérénité, là, on va retravailler sur ce lien-là. C'est parfois pas possible. Vous m'avez fait trop mal, vous m'avez fait trop peur, vous m'avez privé de ma liberté, je ne veux pas avoir affaire à vous. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre le relais. L'infirmier qui a pratiqué ce soin-là avec cette personne-là est peut-être grillé, entre guillemets, dans la relation thérapeutique. Ce qui veut dire aussi qu'il faut être capable de se dire à un moment donné, hop, je ne suis plus la personne qu'il faut. Complètement, oui, absolument. Alors, surhomme ou je ne sais pas quoi, pas du tout. C'est justement l'essentiel du travail, et surtout en santé mentale, du fait de ce rôle propre, donc rôle autonome de la part du patient, c'est l'humanité. Donc c'est humain, juste humain, rien de plus. Pas au-dessus, pas en dessous, humain le plus possible. Il y a trois qualités, trois dispositions qu'il faut mettre en œuvre quand on fait un travail dans ce champ-là. C'est de la disponibilité d'abord. Ça veut dire que quand je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Je ne suis pas en train de penser à mes gosses malades ou à ce que je vais acheter ce soir. Mais parfois, dans la vie de tous les jours, si je vais travailler le matin dans mon service de psychiatrie avec ma petite fille de 2 ans à 39 de fièvre, je ne vais pas être disponible. Je ne ferai rien de bon ce jour-là. Je le sais. Parce que ma disponibilité, désolé, mais elle n'est pas vis-à-vis des patients que j'ai à m'occuper, mais mon souci principal, c'est ma petite fille. Est-ce que ça va monter à 40 ? Et là, elle est en danger. Donc, je ne peux pas avoir la disponibilité. Mais ça, c'est comme à tout le monde. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Donc, disponibilité psychique et physique, bien sûr, mais psychique. La deuxième, c'est bienveillance. On a parfois des gens qui ont commis des actes répréhensibles ou qui ont encore une fois, je vais mettre des guillemets, mais foutu le bordel dans la société. Eh bien, nous, on se doit de mettre ça de côté. La personne qu'on a en face de nous, c'est d'abord et avant tout une personne qui nous est confiée, qui nous fait éventuellement confiance du fait d'une souffrance. C'est cette souffrance-là qui nous intéresse. Et la personne qui est sous cette souffrance-là, pas les actes qu'elle a commis. Si elle a commis des actes répréhensibles, elles seront... il y a la justice, il y a du monde pour ça, des institutions. On doit, et ça, c'est une partie difficile du travail, parce que parfois... Pas de jugement. Il faut faire la part des choses. Bienveillance, disponibilité et empathie. C'est-à-dire qu'il faut se laisser un petit peu traverser par la souffrance de l'autre. Celui qui se montrerait trop indifférent ne serait pas en capacité de faire ce travail-là. Là aussi, l'empathie a ses limites. Quand j'étais empathique avec 4 ou 5 personnes de suite, dans des moments où d'une certaine intensité relationnelle, s'il me reste 2 heures de travail ce jour-là, peut-être que j'aurais plus d'empathie à offrir. Je ferai autre chose. Je ferai peut-être la traçabilité. Et là, peut-être que l'infirmier qui me verra dans mon bureau en train de rêvasser, il dira mais il fait rien celui-là. Il fait pas rien, il récupère peut-être à un moment donné. Oui, parce que quelque part, vous partagez un petit bout j'allais dire, je ne sais pas si le mot est bon, mais de charge mentale sur la journée que vous avez, les rencontres que vous avez. Si on a bien fait son job, oui, on doit être fatigué mentalement à la fin d'une journée. C'est juste une image pour différencier, parce qu'on a entendu parler infirmier en santé mentale et infirmier dans le monde somatique. Il y a un terme qui est important, c'est la verticalité et horizontalité. À l'hôpital général, les patients sont horizontaux. Ils sont couchés dans un lit. Et celui qui a l'initiative de la rencontre, c'est toujours le professionnel.
Le patient peut sonner, mais il faut qu'il ait un prétexte, une raison pour sonner, une douleur ou je ne sais pas quoi, mais globalement, c'est l'infirmier qui va dans la chambre. En santé mentale, le patient n'est pas accouché, il est debout, il est vertical, il déambule dans le service, et c'est lui qui est la plupart du temps à l'initiative de la rencontre. C'est lui qui vient voir l'infirmier, qui le chope dans un couloir, qui va dans son bureau pour frapper, je peux vous causer, enfin, etc. Et ça change tout. Ah oui. Ça change tout parce que c'est un vrai partage du quotidien. On ne voit pas les gens dans un lit avec un plateau pour faire un soin, comme dans le monde somatique, mais on voit les gens, ils sortent de la douche, ils sont en peignoir, ah oui, il faut que je vous parle, enfin bref, comme s'ils étaient dans une vie quasiment normale, quoi. Tout à fait, c'est ça. C'est intéressant de le dire, parce que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ce matin n'imaginent pas forcément ça, des rencontres médicales dans le cadre d'un centre psychothérapique, par exemple. On pense peut-être que les gens sont allongés, alors que pas du tout. Pas du tout. Alors il y en a qui peuvent l'être, mais globalement, ils n'ont pas de maladie physique, donc physiquement, c'est ça. Hormis si on a un service de psychogériatrie où c'est des personnes très âgées, mais globalement, ils sont debout, ils déambulent, et parfois même la nuit, et donc nous sollicitent, nous croisent, ou nous évitent. Mais globalement, on est plus dans un partage du quotidien que dans la formalité des actes d'un hôpital comme le CHU, par exemple, où là, les patients sont dans leur chambre. Vous allez au CHU, vous verrez très peu de patients déambuler dans les couloirs. Venez au CPN, vous en verrez beaucoup. On va poursuivre nos échanges dans quelques secondes. Je vous propose qu'en attendant, on écoute Placebo. Alors ça, c'est un titre que vous avez choisi, que tu as choisi, Roman, avec c'est Laurelia qui a choisi. Donc ta nouvelle collègue. Ouais, elle m'a dit qu'elle adorait Placebo. Je lui ai dit que j'aimais les Pixies, donc on a choisi Where Is My Mind. Voilà, donc chantée par Placebo. Et on écoute ça maintenant sur RCN. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et toujours avec Jackie Merclin, infirmier en psychiatrie, alors qui est maintenant retraité, mais qui a passé 40 années de sa vie dans le milieu de la psychiatrie. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parle du lien qu'il y a entre le patient et l'infirmier ou l'infirmière en psychiatrie. Et on a déjà évoqué beaucoup de sujets, et on a déjà commencé à faire un peu le lien qu'il y avait entre le lien ou le non-lien, peut-être d'ailleurs, qu'il y a entre infirmier somatique et infirmier en psychiatrie. Comment vous diriez, c'est quoi la différence? Alors tout à l'heure vous parliez de la verticalité, de l'horizontalité. Pour ceux qui ne nous auraient pas suivis, c'est que, je vais résumer en quelques mots, mais l'infirmier en psychiatrie voit les patients debout et c'est eux qui viennent le solliciter, alors qu'à l'hôpital, effectivement, en général, on vient les voir, ils sont dans une chambre à coucher. C'est quoi les autres différences qu'il y a entre vos métiers? Alors au niveau formation, on en parlait en off, il n'y a pas de différence, c'est le même diplôme pour tout le monde. Jusqu'en 1992, il y avait un diplôme, je l'ai suivi, et une formation spécifique, infirmier en santé mentale, enfin en psychiatrie ça s'appelait, et à côté de ça, infirmier en médecine générale. Aujourd'hui, depuis 1992, ça n'existe plus, il n'y a plus de différence, même diplôme. On sort tous avec le même diplôme au bout de 3 ans d'études, donc c'est une licence. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est la disponibilité des postes. C'est une appétence, peut-être plus pour la santé mentale et pour d'autres plus pour le soin technique. Et puis ensuite, ce qui forgera réellement la différence, c'est l'expérience, c'est l'accompagnement par les pairs et c'est les formations continues que va pouvoir suivre l'infirmier. Mais quelqu'un qui a suivi une formation d'infirmier aujourd'hui et qui aurait été peut-être ou se serait orienté vers, le monde hospitalier, la santé somatique, peut à un moment donné dire tiens, j'ai envie d'aller essayer la santé mentale. Oui, tout à fait. S'il y a des disponibilités et s'il arrive à convaincre le recruteur de l'hôpital psy, il n'y a aucun problème. Mais c'est quand même pas tout à fait le même métier. Enfin, on va le réexpliquer, mais alors bon, bien sûr qu'on fait aussi, j'imagine, des piqûres. Enfin, je sais pas comment on doit dire, des injections à l'hôpital psychiatrique, mais globalement, il y a toute cette partie d'écoute. Ça s'invente pas non plus complètement. Sans compter que la maladie psychique c'est complexe, c'est compliqué. Oui, alors dans leur parcours de formation, les infirmiers font, si ma mémoire est bonne, si ça n'a pas changé, au moins un stage en psychiatrie, un stage long. Donc ils ont vu ce que c'était. Et donc ce qui va, hormis la disponibilité des places, et depuis quelques années, il y en a un peu partout, donc ce n'est pas un problème pour les infirmiers. C'est l'appétence. L'appétence pour un métier, vous l'avez dit, différent. On en parlait tout à l'heure aussi. Quand on est en hôpital général, le métier de l'infirmier, c'est un métier qui, globalement, peut être... la journée de l'infirmier peut être planifiée, pas à la minute près, mais globalement, il arrive, il a 12 patients à prendre en charge. Il sait quels sont les soins requis pour ces patients-là et à quel moment il doit les faire, avec quel matériel, il prépare tout ça et ensuite il déroule sa journée.
Bien sûr, il y a plein d'aléas qui peuvent modifier ça, mais globalement, il peut se faire un schéma comme ça d'organisation. L'infirmier psy, beaucoup moins. Il va arriver, il a aussi quelques soins de ce type-là, des traitements à donner, etc., des paramètres à mesurer. Mais globalement, comme du fait de la verticalité du patient dont on parlait tout à l'heure, il va être en permanence, ce petit schéma qu'il aurait pu se construire en début de journée, il va être en rupture en permanence parce qu'il va être sollicité et qu'il ne va pas se permettre de dire non, je ne peux pas vous parler maintenant, je dois aller voir. Non, la plupart du temps, il va répondre à une demande, et puis cette demande amenant une autre demande, etc. Et globalement, à la fin de la journée, il s'est dit qu'est-ce que j'ai foutu aujourd'hui j'ai causé à des gens. Et c'est ça son job. Donc, c'est pas pareil. On ne s'oriente pas vers l'un ou vers l'autre par hasard. On a envie de quelque chose de programmé et de peut-être plus technique, ou on évite quelque chose de plus relationnel, de moins programmé, de moins formalisé. Donc on n'a pas la même appétence, mais la formation est la même. Et j'allais vous demander un petit peu justement, vous qui avez eu cette expérience, c'est quoi les qualités pour devenir infirmier en santé mentale? Il y a des qualités particulières qui font que quand je sors de l'école d'infirmier, je peux me dire tiens oui là ça vaut le coup, je m'oriente vers la santé mentale. Alors je ne sais plus si on a parlé d'empathie tout ça tout à l'heure. Si on l'a évoqué un petit peu. Il y a ces éléments-là. Après, il faut aimer le café peut-être. Après, vous parliez d'humanisme et de qualité relationnelle, c'est la base. Oui, mais j'ose pas dire ça, parce que ça voudrait dire que ceux qui vont en santé somatique n'auraient pas de qualité humaine. Pas du tout. Il y a des gens merveilleusement humains en santé mentale comme en santé somatique. En cardiologie. Oui, mais dans tous les services, je pense que dans tous les services, sauf que par contre, la place est peut-être un peu moins prégnante. En tout cas, ils ont peut-être pas le même temps, la même disponibilité pour cette partie humaine, quoi. Alors, il y a en Lorraine, et c'était une initiative qui dure depuis un certain nombre d'années. On refait, pour les jeunes infirmiers qui sont embauchés au CPN et dans les différents hôpitaux de Lorraine, on refait dans la première année ou premier 18 mois d'exercice, une formation de 10 jours dans laquelle on amène un complément de formation aux infirmiers, parce qu'on considère qu'à la sortie de l'école, il manque de matière, et surtout de matière pragmatique, opératoire, comment agir. Donc on retravaille là-dessus. Ça ne se fait pas spécialement pour les autres spécialités. Ça veut dire qu'il manque quand même quelque chose. D'ailleurs, ce que l'on constate, c'est qu'au fur et à mesure des années, depuis les années 80, les différentes réformes des études infirmières ont quand même, on a vu diminuer la part dédiée à la santé mentale à chaque réforme. C'est un peu problématique, ce qui veut dire que les infirmiers sortent peu formés, mais les établissements se chargent de refaire la formation derrière. Il faut un peu de temps. Et puis les pairs, il y a une grande formation par les pairs. C'est plus un métier collectif peut-être que le métier d'infirmier en MCE ou d'équipe. Oui, d'équipe. Oui. À l'hôpital général, alors, c'est ce que je vais dire, va être quand même très caricatural. C'est pas la réalité, mais on va vers ça. Je disais tout à l'heure, l'infirmier a 12 patients, il s'occupe de ces 12 patients, et celui d'à côté, c'est 12 patients aussi. Bien sûr, il y a des passages, on s'échange des informations, etc. Mais globalement, les choses sont construites comme ça. En psychiatrie, les 3 ou 4 infirmiers de service sont là ce matin, il y a 15 patients ou 20 patients, et globalement, celui qui est sollicité répond à l'un ou l'autre. On est plus dans une dynamique collective de ce type-là. Il faut apprécier ça aussi. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes patients, même dans le même service. Ah oui. Alors, je serais incapable de dire quelle est la durée de séjour aujourd'hui en psychiatrie, mais ça doit tourner entre 20 et 30 jours. Donc, c'est beaucoup plus qu'en MCE, où c'est 4 ou 5 jours seulement. Donc, et 20 ou 30 jours, ça veut dire qu'il y en a qui restent 2-3 mois et d'autres qui restent une semaine. Donc, il y a beaucoup de passages, effectivement. Parce qu'on l'entend bien, il y a cette prise de charge mentale, mais est-ce que quand on vit dans votre métier, on a aussi, alors là je vais parler plus à vous, l'homme, quelle est la charge sur votre mental à vous? Est-ce qu'il y a besoin d'être accompagné aussi un petit peu quand on fait ce métier? On entend bien ce collectif qui doit pouvoir aider à porter, mais est-ce qu'il y a peut-être besoin d'autre chose pour pouvoir bien vivre ce métier sur le long terme? Si on s'implique, oui. Alors, moi, j'ai fait j'ai bénéficié de 2 types d'accompagnement. Un travail de ce qu'on appelait de supervision. Oui. Quand j'étais en CMP, ça a duré plusieurs années, avec l'ensemble de l'équipe. Venait nous voir, donc une personne externe qu'on rémunérait, que l'hôpital rémunérait. C'est une psychanalyste, mais peu importe. Et l'ensemble des professionnels débattaient de situations rencontrées qui nous avaient posé problème, face auxquelles on avait été ému, face auxquelles on avait été bloqué, sans savoir quoi dire. Et c'était particulièrement intéressant parce qu'en fait, la personne ne nous amenait pas de solution, mais on discutait entre nous.
Et moi, je me suis aperçu en faisant ça, par exemple, que les interrogations que j'avais, les incertitudes, les doutes, les incapacités, c'était les mêmes que celles du psychiatre ou du psychologue. C'est-à-dire qu'on a beau avoir fait 10 ans d'études et être psychiatre, quand on se trouve face à une situation dans laquelle on n'a pas de réponse à donner, vous êtes face à quelqu'un qui vous dit vous voulez m'aider? Oui, aidez-moi à mourir. Ah, aidez-moi à mourir. Non, attendez, tout le monde reste baba face à une situation comme ça. Alors on apprend. Et savoir que les autres sont bloqués, c'est dommage, mais en tout cas, déjà, ça rassure. C'est pas une incapacité personnelle. Donc, on cherchait ensuite des réponses à peu près collectives. Puis un autre travail qui s'appelle plutôt analyse de pratique, où là, on est moins sur le ressenti personnel que sur la manière de donner du sens à des situations à partir de données, données épistémiques, donc de données de savoir bien constituées, donc théoriques, ou cliniques ou psychopathologiques. Donc donner du sens. Un geste agressif, un geste de découragement, la volonté de mourir de quelqu'un, elle s'explique. Elle s'explique par une histoire de vie, bien sûr, mais aussi elle s'explique par une dynamique psychique particulière. Et ça, il faut connaître cette dynamique psychique particulière. Ça prend du sens. Ce n'est pas juste un comportement aberrant, étrange. Ça répond à quelque chose qui a du sens, qui est rencontré par des milliers de personnes à travers le monde. Il y a une formation continue dans les métiers de la santé mentale pour les infirmiers. Oui, avec soit des formations, on va dire, généralistes sur la psychopathologie globale, soit spécifiquement sur des pathologies, soit spécifiquement sur des types de prise en charge. Oui, parce que d'autant que ça évolue énormément, surtout ces dernières années, on a l'impression que, est-ce que c'est parce qu'on en parle plus, mais qu'on avance de plus en plus dans ces métiers-là vers des pistes nouvelles pour traiter les difficultés en santé mentale. Mais des soins de plus en plus formalisés et mesurés dans leur efficacité. On a été longtemps en psychiatrie à faire d'entretiens qui pouvaient se reproduire pendant des années sans en mesurer vraiment l'efficacité. Maintenant, on essaie de sortir de ça. Je voulais ajouter aussi dans l'évolution des pratiques, la place plus importante accordée aux patients qui fait partie de l'équipe peut-être. Oui. Alors, les médiateurs santé père, oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est pas encore une majorité parmi les soignants. Moi, je trouve que c'est un regard, on en a déjà entendu ici dans cette émission, je crois. C'est un regard qui est absolument indispensable parce que la théorie explique beaucoup de choses, mais le regard de l'intérieur, ça explique 100 fois plus que la théorie. Donc, pouvoir comprendre et sentir, grâce à quelqu'un qui a vécu les choses qu'on rencontre chez des personnes hospitalisées, c'est très précieux, oui. Un dernier mot avant de se quitter sur ce qu'on appelle les IPA, peut-être infirmiers ou infirmières en pratique avancée. C'est quoi ce métier-là? C'est un nouveau métier Oui, c'est un métier qui a quelques années d'existence. Donc, c'est des infirmiers qui suivent une formation universitaire. Alors, je crois que c'est de 2 années. Pour un master. Pour un master, voilà, ils vont vers un master. Donc, ils ont déjà une licence, diplôme d'infirmier, c'est une licence, donc ils vont vers un master. Et donc, avec des spécialités, alors c'est des spécialités dans les pathologies chroniques, psychiatrie, diabète, il y en a 4 ou 5 comme ça. Et leur rôle, c'est d'être intermédiaire entre infirmiers et médecins, avec un rôle de prescription, alors limité quand même, mais un rôle de prescription. Et des connaissances cliniques, surtout un peu plus étendues, ou en tout cas fortement revisitées. Ça doit représenter peut-être, je ne sais pas, entre 5 et 10 professionnels au CPN sur plus de 1000 soignants, donc c'est relativement peu. Oui, ça reste peu, mais c'est en train de se développer. Ouais. Merci beaucoup, Jackie, pour toute l'expertise dont vous nous avez fait part ce matin, avec en plus beaucoup de clarté et de pédagogie. Merci également à Marie-Paul et à Roman pour votre accompagnement chaque mois sur cette émission. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro de Full Santé Mentale. Avec plaisir. Jackie, on vous reverra. Avec plaisir. Belle fin de journée à tous. Belle journée à tous sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org